C'est une marque de bijoux chère au cœur des Ivoiriens, en particulier des Ivoiriennes. Qui ne s'est jamais arrêté devant les vitrines de sa boutique historique au plateau? Qui n'a jamais admiré ses créations inspirées de la culture ivoirienne, les pois, les masques, les cartes? Après 92 ans, les bijoux Riscle vont cesser d'exister, du moins sous la forme actuelle d'une entreprise familiale transmise sur 3 générations. C'est l'histoire d'une marque intimement liée à celle de la Côte d'Ivoire que je vous propose de découvrir avec Monsieur Joël Maurice, le directeur de Riscle. Vous êtes dans Droit dans les yeux. Bonjour Joël Maurice. Bonjour Philippe. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de cette info pour évoquer cette marque Les Bijoux Riscle qui fait partie de la vie des Ivoiriens depuis 92 ans. Alors, je voudrais tout d'abord vous situer vous-même dans cette histoire familiale de 3 générations. Vous êtes l'époux, vous-même joaillier d'abord, et vous êtes l'époux de la petite fille du créateur de la marque. Absolument. Je suis l'époux de Patricia Riscle. Et donc, elle, c'est la petite fille du premier créateur. Alfred Riscle. Alors, on reviendra sur cette généalogie. À 72 ans, vous avez décidé de fermer la boutique fin décembre 2024. Est-ce que vous pouvez expliquer les motifs de cette décision? J'imagine longuement mûri. Oui, ça a été mûri. Disons que aujourd'hui, j'ai 71 ans, je vais fêter mes 72 ans. Et j'ai vu avec mon épouse, mes petits-enfants sont ici, mes enfants sont là, et j'en ai d'autres qui sont en Europe. Et quand on est parti dernièrement en Europe avec nos petits-enfants, on s'est aperçu que peut-être qu'on passerait sur quelques étapes de la vie de grands-parents. Et ça m'a motivé un petit peu de dire que je pense qu'on a fait notre temps dans ce travail, dans notre génération. 92 ans d'existence, c'est quand même presque... c'est 3 générations, si vous voulez. Donc c'est une manière de clore une histoire familiale? Tout à fait, tout à fait. Au départ, je pensais céder cette entreprise, mais c'était un petit peu comme si une affaire familiale. J'ai préféré décider de fermer l'entreprise. Après, peut-être que d'autres personnes reprendront, parce qu'on a quand même des moules, on a quand même pas mal de matériel. Bien entendu, on va en parler tout à l'heure. Mais au moins, cette affaire familiale va se clôturer. Néanmoins, est-ce que c'est une décision difficile à prendre? Très difficile. Très difficile parce que je suis amoureux de mon métier, déjà. Donc, même pour moi, pour m'arrêter, vous voyez, je suis encore ému un petit peu, parce que vous dites, j'ai fait mon temps dans ce métier, mais ça ne s'arrête jamais en réalité. Non, non. Et depuis qu'on s'était rencontrés la dernière fois, j'ai quand même réfléchi, je me suis aperçu d'une chose, j'avais peur de ne pas être arrivé au but que j'avais visionné pour l'entreprise. Et je me suis aperçu que de 1932, Alfred Riscle a fait 30 ans dans la bijouterie, parce qu'il vendait, au départ, il vendait des montres, des réveils, des grandes horloges. On va revenir à tout ça. Son fils, qui a repris, a fait 30 ans, et vous avez fait 30 ans. Et voilà, ça veut dire que le grand-père a fait 32 ans, Monsieur Risque, Gérard, a fait 30 ans, et moi, je viens de m'apercevoir que j'ai fait 30 ans aussi. Donc, 369 92. 92. Ben justement, à cet égard-là, vous avez un petit texte que vous voudriez lire. Oui. Est-ce que vous pouvez le faire? Bien sûr. C'est un texte qui a été écrit par la petite fille du deuxième de la généalogie. Oui. N'est-ce pas? La petite fille de Gérard Risque. La petite fille de Gérard Risque, oui. Elle a écrit un texte un peu sur la fin de cette histoire. Oui, c'est Jennifer Liversin, oui. Que beaucoup de personnes connaissent. C'est la fille de Corinne Risque, en fin de compte. Allez-y, lisez votre texte.
Alors, certaines histoires brillent éternellement. La Maison Risque, c'est d'abord l'histoire d'une famille, celle d'Alfred, l'horloger passionné qui, en 1932, rêvait déjà d'éternité. Celle de Gérard et René, qui, en 1958, osèrent marier la joaillerie et la splendeur des motifs africains, créant des pièces uniques, où chaque pièce raconte une histoire, où chaque motif perpétue une tradition. Celle de Patricia et Joël, qui élèvent cet héritage au rang d'art. Pendant 3 générations, nous avons eu l'honneur de créer les joyaux qui ont marqué vos moments les plus précieux. Chaque création Risque porte en elle non seulement la beauté de l'or, mais aussi l'âme de l'Afrique. Aujourd'hui, nous tournons la belle page de notre histoire, non pas comme une fin, mais comme l'accomplissement d'une mission. Celle d'avoir créé des bijoux qui traverseront le temps, porteurs de notre passion et de notre héritage. Nous vous invitons à venir partager avec nous ces derniers instants magiques. Chaque pièce encore disponible est un fragment de notre histoire, une partie de notre cœur qui continuera de briller. À tous ceux qui nous ont fait partie de notre voyage, merci de la part de toute la famille Risque. C'est un très beau texte de Jennifer Liversin, d'ailleurs que je salue au passage. Nous nous sommes rencontrés l'autre jour pour préparer cette émission. Ce texte raconte bien l'émotion qui existe autour de cette décision, parce que c'est vraiment une marque qui a accompagné l'histoire du pays. Vous me disiez que vous ne réalisiez pas vraiment encore en vous demandant comment vous alliez réagir le jour où vous allez fermer pour la dernière fois la porte de la boutique. Oui, tout à fait, parce que bon, c'est pas mon enfant, c'est l'enfant d'Alfred et de Gérard Risque. Moi, je n'ai fait qu'une continuité en apportant mon savoir-faire au niveau des pierres et du certi. On a fait des modèles, ce que moi j'ai voulu interpréter dans cet art, en fin de compte. C'est pas que, comme vous avez des livres qui transmettent des poids baoulés, des poids à Caen, et qui servaient à peser l'or. À une époque, chaque poids pesait 10 grammes, on était comme ça. Ce que je voulais transmettre, et que je pense que j'ai réussi un petit peu, je suis content de ça, c'est que je transmets de génération en génération, par le biais de nos bijoux que nous avons fabriqués, un héritage. Alors justement, cet héritage, on va l'examiner génération par génération, mais je voudrais terminer sur l'aspect transmission de la boutique ou pas. Il y a eu un repreneur potentiel, mais ça n'a pas marché. Est-ce que vous avez encore espoir, d'ici la fin de l'année, de trouver une solution ? Oui. J'ai encore deux cartes, comme on dit, dans ma poche, parce que c'est pas parce que je fais la fermeture que la marque va s'arrêter. Voilà. Parce que l'une des solutions, c'est que vous vendiez en bloc les quelques 4000 moules. On va voir tout à l'heure comment on fabrique un bijou Risque. Il y a des moules qui sont faits en caoutchouc et que vous possédez, qui sont là, qui ont été créés tout au long de l'histoire de la maison. 4000 moules que vous avez, que vous pourriez vendre à quelqu'un qui pourrait ensuite les utiliser. Ces moules qui sont la mémoire, en fait, de vos créations et qui permettent de reproduire les bijoux. Ainsi que le nom Risque. Est-ce que ça, c'est une possibilité de trouver un repreneur qui reprendrait juste la marque, les moules, et pas forcément le magasin avec le fonds de commerce tel qu'il existe? Tout à fait. C'est mon espoir, c'est ce que je souhaite. Alors s'il y a quelqu'un qui veut reprendre ce patrimoine dans son entier, hein, il faut vraiment s'adresser au directeur de la Maison Risque. Oui, tout à fait. Oui, c'est pas une affaire, je veux surtout pas en faire une affaire d'argent, parce que quand on crée une... C'est pas une affaire d'argent, mais ça coûte quand même 300 millions de racheter ça. Ça, c'est juste les prix des caoutchoucs. Donc avant si vous avez ça, il y a une 300 préparation. millions pour acheter quelques caoutchoucs, n'hésitez pas. Voilà. Oui, c'est des moules. Mais avant ça, comme je dis, on va repartir plus tard. Il y a quand même des maquettes, il y a des choses qui sont faites au départ. Si on reprend l'histoire
Donc il y a d'abord Alfred. Alfred Riscle, le grand-père de votre épouse, Oui. qui a ouvert la boutique en 1932. Alors lui, il vendait des montres et des stylos, c'est ça? Oui, il était horloger de métier. Horloger de métier. Voilà. Et c'est à l'endroit où vous avez la boutique Non, il a démarré dans la rue du commerce, hein, Dans la un rue du établissement qui s'appelait Squad. Donc au départ, c'était dans un garage. Et il avait mis au départ, il y avait des chaises, une table. Et il avait commencé à réparer les montres et il vendait des horloges. Et c'est à quelle époque que la boutique s'est faite là où elle est actuellement? C'est-à-dire, comment ça s'appelle? C'est le boulevard de la République, non? Oui, c'est 28 boulevard de la République. Je pense que ça doit être 5-6 ans après qu'il est arrivé. Et c'est comme ça. Donc c'est comme ça 5-6 ans que après, ça veut dire dans les années... Enfin, avant 1940. Alors. Oui, oui, tout à fait. Donc depuis 1940, la boutique est là où elle est. Absolument. On comprend bien pourquoi ça a accompagné la vie des J'ai Ivoiriens. discuté d'ailleurs, c'était hier, avec un des petits enfants du propriétaire qui m'a expliqué qu'ils s'étaient côtoyés et c'est comme ça qu'ils sont devenus des Du amis. propriétaire des murs, Du vous voulez propriétaire des murs. Et c'est comme ça qu'il a demandé s'il voulait prendre les murs et il a pris. Et depuis, on avait tout le bâtiment. Mhm. On logeait, il y avait, à l'étage, il y avait tout un appartement. Et sur la deuxième partie, c'était les ateliers. Ah ouais, c'est ça. Et en bas, il y avait les magasins. Alors ensuite est venu son fils, Gérard Riscle, en 1954, qui alors, lui, a introduit les bijoux. Oui, tout à fait. Hein, donc, parlez-en, c'était les premières collections de bijoux ouest-africains, quoi. Oui. Son père avait commencé à vouloir faire des bracelets en or, mais c'était des pièces qui étaient lourdes. Et lui, il a fait l'école à Lyon, l'école de bijouterie à Lyon. Donc il a fait 4 ans ou 5 ans à l'école de bijouterie. Et il est venu et c'est lui qui a instauré, en fin de compte, la fabrication des masques africains en or. Voilà. C'est lui qui a eu l'idée de s'inspirer de la culture. Tout à fait, tout à fait. Qui a commencé avec les pois et puis les masques. Les pois, les masques. Et c'est lui, en fin de compte, qui m'a donné le fil pour continuer à Car c'est lui le père de votre épouse. Oui, c'est le père de mon épouse, oui. Et donc vous arrivez après, bien évidemment, et je dirais que votre apport créatif, il est triple. Alors on va les prendre un par un. D'abord, vous avez introduit les pierres précieuses dans ces créations des bijoux Riscle, c'est ça? Alors oui. Les pierres de toutes sortes, hein? Tout à fait. Les diamants, rubis, saphirs, émeraudes. Voilà. Ensuite, vous avez fait un travail de modernisation des lignes, d'allègement, d'épure de ces créations-là, parce que ça évolue avec le goût des gens. Oui, ça évolue avec le goût des gens, et puis ça évolue aussi avec, si vous voulez, c'est des pièces qui étaient très lourdes. À l'époque, l'or, il était... Moins cher. Moins cher, il était à 3 000 francs le gramme. Aujourd'hui, on est à 39 000 ou 40 000 francs le gramme. Pouf. Donc c'est une différence. Donc il y avait une nécessité, ne serait-ce que pour le coût de revient et le coût de vente, et le prix de vente, il y avait une nécessité, mais en même temps, tout à fait. Je pense que la modernité, c'est aussi d'aller vers un allègement. Oui, parce que bon, les nouvelles générations sont plus jeunes et le voyage, c'est tout à fait différent. On s'aspire à avoir des pièces beaucoup moins importantes. C'était des pièces qui étaient lourdes, qui étaient assez épaisses, assez grossières à l'époque, parce qu'on retransmettait exactement les masques tels qu'ils étaient. Là, vous les avez stylisés quand même. Là, j'ai eu la possibilité, si vous voulez, d'aller à la foire de Bâle tous les ans. Et c'est la foire mondiale de la bijouterie. Et je passais des fois 3 jours, ne serait-ce qu'à parcourir les couloirs et en regardant les vitrines. Et tout ça, ça m'a donné une inspiration. En regardant un petit peu tout ce qui se fait dans le monde et ce que nous avons ici. Et à partir de là, j'ai créé mes propres collections beaucoup plus fines et esthétiques. Et enfin, je dirais le troisième apport, c'est que vous avez développé ces collections basées sur les cultures africaines et vous précisez aussi sur l'art du monde. Vous êtes inspiré de tout ce qui pouvait vous intéresser dans le monde entier, mais vous avez développé beaucoup en partant de la culture ivoirienne. Tout à fait. En fin de compte, toujours les masques, toujours mais vous avez fait les coris. Voilà. Parce que
les personnes que j'ai rencontrées au bout de ma 3e génération me disaient des masques, on les a vus, on les a revus, et les jeunes, voilà. Il faut changer un peu. Il faut changer un peu. Donc il y a eu les coris, il y a eu les poupées à C'est chantilly. la première fois que j'ai commencé à m'intéresser à ça. Je suis arrivé, c'était en 1981, je me rappelle encore, c'était la naissance de mon fils. J'ai découvert Assigny, bord de mer. Je me suis installé, c'est là où j'allais tous les week-ends, et j'ai découvert les coris. Donc j'ai regardé ça, j'ai trouvé que c'était magnifique, et on l'appelait le dollar des sables. Voilà, Et dollar des sables. j'ai dit, c'est magnifique, parce que ça, il faut qu'on le développe et qu'on en fasse quelque chose de très bien. Au niveau culturel, ici en Côte d'Ivoire. Ah oui, là, ça parle tout de Donc, suite. Hein. Voilà, ça parle tout de suite. Et ça restera, je sais que ça restera de génération en génération, puisque après, tous les autres bijoutiers ont commencé à les faire et tout ça. Après, je me suis inspiré sur les coris. Les coris étaient des motifs pois d'abord, les motifs pois, ça que mon beau-père avait fait. Là, vous avez continué avec les j'ai pois, les continué cartes, beaucoup les plus, cartes voilà. magnifiques, les cartes de Oui. l'Afrique, les cartes de la cartes- Côte d'Ivoire. Voilà, j'ai fait les cartes de l'Afrique, j'ai fait les cartes de la Côte d'Ivoire. Mais ce qui m'inspirait, ce que je disais, c'est dommage, on est quand même premier producteur de café. Et si vous voulez, quand vous allez à Cuba, vous allez partout, vous avez les drapeaux avec les cigares, les machins. Donc, quand on rentre là-bas, on sent tout de suite que c'est les premiers producteurs de cigares. Et j'ai dit, ça serait bien qu'ici, en tant que producteur de café, qu'on puisse avoir des bijoux qui représentent notre savoir-faire, notre acquis dans le pays. Et c'est là que j'ai lancé la collection du grain de café. Ce n'était pas évident parce qu'il y en a d'autres qui l'ont fait en Europe ou ailleurs. Bon, c'est pas tout à fait les mêmes. Et là, j'ai réussi à faire une belle collection. Un collier, un bracelet, tout ça qui a très très bien marché. Grain de café. Voilà. Et après, c'est là que j'ai lancé la 2e collection de coris. Et après, j'ai fait la collection de cartes d'Afrique. Votre épouse, elle, on peut dire que toute sa vie, depuis son enfance, elle a baigné dans les bijoux, on va dire, en tout cas dans l'atmosphère et dans la lignée des risques. Oui. Est-ce que pour elle, comment est-ce qu'elle vit cette décision d'arrêter l'entreprise familiale? C'est très difficile. Très difficile parce que, bon, en fin de compte, c'est moi qui ai mûri un petit peu cette décision. Et elle ne s'y attendait pas. Enfin, plus ou moins, on en parlait quand elle allait partir à la retraite. Mais dire que j'allais franchir le pas, c'était dur. Elle aussi, en ce moment, elle ne réalise pas. Elle s'est dit, bon, je vais être contente, je vais m'occuper de mes petits-enfants, bon, j'ai une autre vision, mais c'est dur parce qu'on ne sait pas trop encore... c'est un peu un saut dans le vide. Hein. Oui, tout à fait, tout à fait. Et vos clients, qu'est-ce qu'ils vous disent? Parce que Ah, c'est eux qui vous regardent et qui vivent avec depuis. Oui, c'est eux qui m'ont ému encore davantage parce qu'ils sont venus. Et vu leur désarroi, parce qu'ils ont été... Vous avez senti du désarroi, de l'incompréhension? Oui, complètement. Ouais. Et ça m'a attristé un peu parce que il y en a d'autres qui m'ont dit, mais je vais prier nuit et jour, mais je ne veux pas que risque ça se termine, que ça se finisse. Et tout ça, vous savez, c'est important. Ça veut dire qu'on a transmis beaucoup de choses au niveau de la Côte d'Ivoire. On en est fiers, si on veut. Et d'un autre côté, quand on voit qu'on veut fermer et que ça fait une cassure, ça nous fait mal pour toutes les personnes à qui on a transmis le bonheur. Mais je leur dis, je le souhaite, bon, c'est la maison familiale qui va s'arrêter. Mais peut-être pas la marque. Mais pas la marque. Peut-être. Oui. Mais même si la marque ne s'arrête pas, je vais aller plus loin. Je vois dans les milieux bijoutiers aujourd'hui qu'il y a des copies qui se font. C'est pas tout à fait différent, mais ça retransmet un petit peu ce que nous avons. Cet esprit, oui. Cet esprit qu'on a fait. Et aujourd'hui, vous voyez, comme nous, on a fait des collections en Incra qu'on a pris sur des catalogues comme ça. Il y en a d'autres qui vont les ressortir différemment. J'ai fait des masques que mes collaborateurs ont fait. Donc, c'est ma propre fabrication. Je les ai trouvés, on a appelé ça l'œil du sage. Je les ai trouvés dans d'autres bijouteries, tout ça. Ça veut dire que je ne me considérais pas comme des grands bijoutiers joailliers où tout le monde copie, des trucs comme ça. Mais si on nous a copiés et qu'on nous fait un peu... C'est que l'esprit va perdurer aussi. Tout à fait, tout à fait. On a si je vous dis que les bijoux risquent au fil des ans, au fil du temps, mais aussi à cause de ces créations ethniques, sont devenus une marque qu'on peut qualifier de patrimoniale pour la Côte d'Ivoire.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ce mot? Oui, bon, c'est patrimonial. Je pense que ce serait presque une institution pour la Côte d'Ivoire. J'estime que 3 générations, c'est pas simple. C'est pas anodin. C'est pas anodin de pouvoir la perpétrer et de la garder. Mais ce que je suis sûr, c'est que quand il y a des familles qui auront des décès, ils vont transmettre Ces bijoux. ces bijoux. Et c'était, si vous voulez, ma façon de laisser quelque chose. C'est ça qui m'a donné ma force de créer tout ça. Parce que créer un bijou, s'il n'y a pas un fond, s'il n'y a pas quelque chose que vous transmettez, si vous voulez, c'est un bijou. Tandis que ce que j'ai voulu rechercher, c'est transmettre des symboles du pays, pour pas que d'une génération à une autre, ça se perde. J'évoquais tout à l'heure, Joël, les moules en caoutchouc. Oui. C'est d'ailleurs, bon, c'est pas du caoutchouc normal, c'est un caoutchouc un peu spécial, n'est-ce pas? Oui, c'est des bandes de caoutchouc qu'on vulcanise et qui nous permettent d'abord... Il résiste à une très forte chaleur. Voilà, exactement. Le processus, au départ, si vous voulez, je peux vous montrer au fur et à mesure. Vous allez l'expliquer, mais je voudrais d'abord qu'on regarde un petit reportage qu'on a fait dans votre boutique, enfin dans l'arrière-boutique, dans votre atelier, oui. Justement pour qu'on vous montre aux téléspectateurs à quoi ressemblent ces masques et comment est-ce qu'ils interviennent dans le processus de fabrication. Donc on regarde le reportage et on se retrouve tout de suite. Dans cet album photo de la bijouterie Risque, on retrouve des bijoux et symboles africains, des figures calquées dans des moules à l'aide de la cire. Voilà. Et j'injecte la cire là-dedans. Voilà. Le format obtenu vient l'étape de la préparation des figures pour la pose de plâtre. Vient l'étape de la pose des figurines dans le cylindre en fer où sera coulée la cire. On le met dedans pendant la cire 4 heures. Sous la chaleur, il en reste la forme du futur bijou. Après cette étape, l'or est ensuite fondu à 1063 degrés puis versé dans le cylindre. Là, vous voyez, c'est la dernière étape pour obtenir les bijoux. Avant d'aller maintenant au nettoyage par les bijoutiers à l'atelier, qui vont maintenant nettoyer et aller au polissage et obtenir un beau bijou. Les bijoux passent au sertissage, puis au polissage. Un processus méticuleux qui demande de la précision. Là, c'est un bijou, par exemple, celui-là. La carte d'Afrique est faite 36 pieds. Et je la sertis rapidement et puis ainsi de suite, on avance. Donc, c'est relatif en fait. C'est par rapport à chaque. Là, c'est une bague en fait. Je vais mettre une seule pierre dessus. Et en même temps, chaque bijou a sa particularité. Ça, je peux mettre 1 heure du temps pour le faire parce que là, c'est un serti clos. Ils sont exposés à la vente dans la boutique. Ces joailleries uniques, réalisées de manière artisanale, se veulent être le reflet de l'identité culturelle ivoirienne. Donc voilà, on a vu que ces moules, ils ne sont pas plus gros que ça. Enfin, il y en a de différents de 3 et 5 et jusqu'à 7 cm. Mais on voit que c'est un travail artisanal qui demande énormément de minutie. Tout à fait. Parce qu'il y a des moules, des fois pour faire un collier ou pour faire un bracelet, on peut avoir une dizaine de moules. Et c'est une pièce par une pièce, une pièce par une pièce. C'est-à-dire, c'est un peu de la mécanique. Donc on voit que dans ces moules, on met de la cire. La cire prend la forme d'un bijou. Ensuite, cette cire, on la met dans une, comment on appelle ça? Une coque? Non, disons qu'on fait un sapin. On fait un sapin en quoi? En plâtre? Non, vous avez un socle, vous avez une tige en cire, et à partir de cette tige, on dispose les bijoux comme un sapin. Comme un arbre. Parce qu'il y en a plusieurs à la fois. Il y en a plusieurs à la fois.
Et c'est là-dedans, cette cire qui vient des moules, c'est sur cette cire qu'on fait couler l'or en fusion, l'or brûlant. Une fois qu'on a fait, si vous voulez, ce sapin, on l'enferme dans un cylindre, on coule du plâtre qui va en température jusqu'à 1200 degrés pour qu'il soit bien. Hein. Et pendant ce processus, la cire est brûlée. C'est pour ça qu'on appelle ça la fonte à cire perdue. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait cuire le plâtre et que la cire a fondu. Donc le plâtre a pris la place de la cire, on va dire. Non, le plâtre garde l'empreinte. Il garde l'empreinte, c'est ça. Parce que la cire a coulé, mais l'empreinte est restée du bijou. Et lui-même devient un moule. Et lui devient un moule. Et c'est là-dedans que vous mettez l'or. Et ce moule, si vous voulez, on le ressort à 350 degrés. Et à côté, on a un chalumeau avec de l'or. Bon, maintenant, ça se fait automatiquement. Et les deux doivent se trouver à même température. 350 degrés, 350 degrés. Et à partir de là, on verse dans le cylindre. Comme c'est la même température, il n'y a pas un choc thermique qui peut faire exploser le métal, sinon ça exploserait. D'accord. Alors, nous avons devant vous quelques dessins, oui. Des dessins de bijoux. Est-ce que vous pouvez expliquer comment ces dessins interviennent dans le processus de création? À quel moment? Là, c'est en amont de ce qu'on vient de dire. Oui, oui. Au départ, il y a une idée. Il y a une idée. Après, il faut l'interpréter. Il faut pouvoir la créer. Ou on la crée d'abord au crayon. Et après, on prend un peintre en dessin de bijoux qui nous transcrit ce que va représenter le bijou. Vous voyez, en or, avec des pierres, rubis, saphir, émeraude. Et là, quelquefois, vous avez un calque qui figure les pierres ou le bijou sans les pierres. Voilà, donc c'est ça. C'est ça. Donc ici, vous l'avez en or, avec des diamants, et vous l'avez après apporté avec des pierres. C'est ça. Il y a cette planche-là de dessins qui ont l'air d'être au crayon. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? C'est encore avant ce qu'on vient de voir? Oui, c'est la première base. C'est la première base. Au départ, on fait vous voyez, on fait des dessins qui sont neutres, avec des idées. Et à partir de ça, comme vous voyez, par exemple, ça représente un calao. On le voit pas et on va le trouver ici. Beaucoup plus détaillé. Mais si on prend par exemple en haut de cette planche, il y a une carte de la Côte d'Ivoire. Vous pouvez l'expliquer ce qu'il y a dessus? Mais sur la carte de la Côte d'Ivoire, on a voulu déterminer un petit peu les points importants. Donc, si vous avez Abidjan, qui est représenté comme une ville. Vous avez Bassam et tout ça un peu plus loin. Après, vous avez les cocotiers, donc tout ce qui est bord de mer. Vous avez vers Aboisseau la royauté, donc on a représenté à l'ouest là. Voilà, avec les motifs poids, tout ça. Au-dessus, vous avez Mans, donc vous avez les échassiers. En haut, vous avez Korogo et tout ça. Donc on a figuré sur une carte de la Côte d'Ivoire les grandes tendances culturelles. Tout à fait. Ou symboliques. Et vous avez évidemment au milieu la cathédrale de... Oui, voilà. Absolument. Mais vous parliez tout à l'heure de l'idée de transmission de génération en génération. Est-ce que ce serait cela la valeur importante ou la valeur cardinale de la marque? Tout à fait. C'est ça l'idée? Oui, l'idée c'est de... Vous voyez, on retransmet... Parce que je sais pas, dans 50 ans, dans 100 ans, ça va être encore transformé. Comme nous, on a transformé en l'espace de 3 générations. Déjà, Abidjan n'est plus du tout ce qu'il était avant. Comme le plateau, il y avait énormément d'arbres, des trucs comme ça. Vous avez la zone 4, c'était des marécages et tout. Et aujourd'hui, c'est des immeubles et des routes, des ponts. Extraordinaire. Vous m'avez dit, si je ne trouve aucun repreneur pour l'ensemble des moules, je trouverai une solution pour que cela reste un patrimoine pour la Côte d'Ivoire. Et puis, il n'y a pas que les moules, on voit bien qu'il y a des centaines de dessins comme ça. Oui, tout à fait. Tout ça, c'est un vrai patrimoine intéressant. Qu'est-ce que ça pourrait être de rester un patrimoine pour la Côte d'Ivoire? Un musée ou... Oui, l'idéal, je sais qu'ils avaient parlé de créer le musée pour au Fouet de Boigny. Et moi, ça m'a donné un petit peu une idée. Je dis, ça serait bien, puisqu'on a les moules, de pouvoir recréer le musée de la bijouterie qui va retransmettre à vos générations futures un petit peu les bijoux qu'on faisait il y a 92 ans. Vous en avez combien des dessins comme ça?
Oh, C'est des centaines, ça. Oui, j'en ai beaucoup, oui. Mais encore, là, c'est ce que je dis. Pour faire ça, on fait d'abord les dessins, après on les transcrit en peinture, et après on fait des maquettes en métal. On fait d'abord des maquettes en métal des maquettes avant de faire les moules. Avant de faire les moules. On fait des maquettes en métal qui sont faites en argent. Donc déjà, ça a un coût. Et que vous fassiez une maquette en argent ou que vous fassiez une maquette en or, c'est le même temps de travail et c'est autant de. Et c'est là où les pièces coûtent très cher parce qu'on peut avoir des pièces qui nous coûtent 600 000 francs, 500 000 francs pour la création. En prix de revient. En maquette. Et il y a des pièces qui m'ont coûté jusqu'à 1 million, 2 millions. On comprend qu'après, le coût de vente, le prix de vente, c'est autre chose. Voilà. Oui. Mais bon, ça, si vous voulez, nous, on n'en tient pas compte parce qu'une fois qu'on a fait la collection, enfin, une fois qu'on a les moules, on sait qu'on va les sortir en 50, en 100 pièces. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, je ne tiens même pas compte des prix des maquettes. C'est ça. Je laisse le coût simplement du caoutchouc. C'est ça. De Et l'empreinte. quand vous créez un bijou, l'idée vous vient comment? C'est là où vous allez, c'est l'air du temps, c'est ce que vous voyez en ville, en promenade. Tout à fait, tout à fait. Mais des inspirations, des fois je rencontre quelqu'un qui me parle de quelque chose, ça m'intéresse. Je suis allé, quand j'ai voyagé, je suis allé à l'intérieur du pays, j'ai regardé, bon, j'ai vu des arbres de voyageurs, ça m'a inspiré, j'ai fait un arbre de voyageur, je suis allé vers Korogo, j'ai vu le baobab, donc j'ai dit tiens, ça m'a inspiré, vous voyez. Et dans chaque fois que je voyage, Voilà, c'est-à-dire que à l'intérieur de la Côte on d'Ivoire, retrouve toute la Côte j'observe. d'Ivoire dans Tout à vos fait. bijoux. Dans le végétal, je crois que vous avez fait aussi du cacao, non? Vous avez fait le café, Oui, j'ai fait le cacao aussi, bien sûr. vous avez fait le cacao, vous avez fait les arbres Oui, parce que qu'on retrouve ici. Mhm, tout à fait. Et puis tous les objets J'ai dont fait on des parlait, animaux aussi. J'ai fait Ouais. quand je suis allé voir un peu ce qu'on avait. Je suis allé dans la forêt, j'ai regardé. Et comme ça, dans vos collections, chaque année, vous avez créé entre 20 et 30 pièces par an, mais il y a un moment où vous êtes tombé un peu en panne sèche. Tout à Est-ce fait. que vous pouvez me raconter cette histoire de la fin des années 2000 où vous n'aviez plus d'inspiration? Pourquoi ça? Je ne sais pas. Je n'arrivais pas à recréer quelque chose parce que je voulais que ce soit moderne et je voulais que ça plaise aux générations futures, tout en gardant mes symboles que je veux toujours garder de tradition, de faire. Mais Et vous aviez l'impression de vous répéter? j'avais l'impression que j'arrivais à tourner, je tournais en rond. J'arrivais plus du tout ni à dessiner, ni mes collaborateurs, parce qu'il y a des collaborateurs qui dessinent, je leur donne toute volonté, tout plein pouvoir de ce qu'ils veulent dessiner. L'initiative de faire des propositions. Tout à fait. Et à partir de là, si vous voulez, quand on voyez, par exemple, ça, on a fait 10 planches. Dedans, on va prendre 2-3 pièces. Mhm. Après, on va voir une autre, on va voir. Voilà. Mais vous avez eu une expression, je ne trouvais plus la voix. Mhm. ça Oui, veut dire je quoi? n'arrivais plus à sortir une pièce. Je sais que, bon, que ce soit en Europe ou dans le monde entier, quand ils font une pièce, ils la déclinent. En collier, rubis, ça va finir en émeraude, mais ils la déclinent pendant 2, 3, 4, 5 ans. C'est toujours la même pièce, à première base, et après, ils les déclinent en petit, en moyen, en couleur, en jaune, en blanc. Moi, ce n'est pas mon cas, puis mes clients sont habitués à ce que je ne sorte pas une pièce et que je la décline. C'est déjà beaucoup, 30 pièces par an. Ils veulent que quand ils portent leur pièce, qu'on ne se retrouve pas avec sa tante ou sa cousine avec la même pièce, à table, au même endroit. C'est un peu quand on a une robe qui est rouge et qu'on a une voisine qui est avec la même robe. C'est pas terrible. Voilà. Donc on reste un peu dans ce sens-là. Alors comment elle est revenue, cette inspiration? J'ai dit à mon épouse qu'il fallait que je sorte de mon environnement, donc c'est-à-dire à la maison, au bureau, et que avant je sortais énormément, j'allais même, vous savez, dans des endroits, même chez des ferrailleurs, partout. Moi, je me sens très bien partout. Et j'ai dit, il faut que j'aille voir un petit peu ce qui se passe dans tout Abidjan. Et je suis allé même dans les boîtes de nuit pour tourner, pour essayer de voir comment les Abidjanais vivaient, comment ça se passait, ce qu'ils portaient pas, pour chercher une inspiration.
Et c'est vrai, j'ai passé 2-3 jours à tourner, virer. Et quand je suis revenu, j'ai eu un déclic. Je suis allé. C'est quoi le déclic? Je voulais voir les personnes qui étaient en boîte de nuit, donc les jeunes filles, les dames et tout ça, parce que c'est pour elles que je travaille. Et je vais regarder un petit peu ce qu'elles portent et les tendances qu'elles amènent et tout ça. Et ça m'a inspiré. C'est là que j'ai pu faire à peu près entre 70 et 80 pièces. Cette année-là? Cette année-là. Contre 20 à 30 habituellement. Oui, donc ça a été une boulimie de création au contraire. Mais dès que j'ai démarré, mais après c'est sorti. Et c'est parti sur quel type de motif alors à ce moment-là, l'inspiration? C'était parti sur les coris et voilà. Et puis le grain de café, parce que j'ai voyé. Et je me suis dit, mais tiens, voilà. Et à partir de là, bon, j'ai développé. Votre entreprise doit être un véritable poste d'observation sur l'évolution des goûts, des mœurs, des mentalités des gens, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Parce qu'on est dans l'immatériel, dans l'impalpable. Et comment vous qualifieriez justement au fil du temps l'évolution du goût des femmes ivoiriennes sur ce type de bijoux? Vers l'allègement, vers les purs? Oui, tout à fait. Ils portent déjà, vous voyez, même au niveau des pagnes, ça a évolué à une vitesse considérable. Mm-hmm. Les Ivoiriennes se sont métamorphosées d'une génération à une autre. Donc, on n'a plus la même approche, elles n'ont plus la même approche au niveau de porter ou de présenter quelque chose. C'est-à-dire que des bijoux qui sont fins, tout ça, c'est les nouvelles générations. Quand ils voient les bijoux que leur mère portait... Et les goûts, ça va avec les mentalités? Oui, tout à fait. En fait, vous êtes un peu un sociologue de la société ivoirienne, d'une certaine non, façon. Mais je pense pas. Enfin, je sais pas, mais disons que je m'inspire de tout ça pour continuer à avancer et à transmettre un petit peu ce que je vous ai dit. Je veux transmettre et voilà. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça va s'arrêter pour moi et ma famille. Bon, et maintenant, je commence à l'admettre un petit peu. Puis, comme je vous ai dit, la fermeture s'est faite par Jennifer. C'est ça. Ma petite fille. Le joli texte qu'on a entendu tout à l'heure. Mais justement. Et ça, c'est important parce que c'est ma famille. Donc, j'estime qu'elle a su fermer par elle-même cette page de l'histoire. Moi, j'ai un petit cadeau pour vous. Je voulais vous faire une petite surprise. J'ai demandé à une jeune slameuse, Hélène Beckett, d'écrire un texte sur vous, sur votre histoire, qui évoque la marque Riscle. Donc, Hélène, s'il te plaît. C'est à toi. L'histoire marque le temps. Vous n'avez pas mis la pendule dans un autre sens. Par votre temps, vous avez marqué l'histoire. Par votre temps, vous avez marqué l'histoire. Par votre art, savoir-faire magistral, vous avez donné à ceux qui se perdent une reconnaissance, même aux inconnus des traits, une ressemblance, en donnant à toute fin un recommencement. Et oui, en rendant des pierres en trésor, des pièces en univers de notre décor, vous nous avez donné des souvenirs indélébiles qui restent gravés, même dans la mémoire de ceux qui ne sont plus. Vous avez rendu solennel notre quotidien, ramenant ailleurs, ici, pour celui qui passe, reste ou s'exile, sans rendre ici, ailleurs, pour celui qui n'est jamais parti. Vous êtes symbole de nos traditions, nos cultures et nos mémoires. En symbolisant nos traductions, tout ce qu'on cultive, nos joies, nos larmes, nos rires, même notre foi, vous êtes devenu notre histoire. Plus qu'une marque, vous êtes notre patrimoine, visage même pour les inconnus du miroir et surtout histoire même contée par les sans-voix. Alors, pour tous ces enfants avec qui vous avez donné des étoiles dans les yeux,
qui sont devenus aujourd'hui des adultes qui côtoient la lune, pour tous ces amoureux que vous avez rendus heureux, pour tous ces amis, jeunes ou vieux qui se tendent encore les mains en vous ayant au poignet comme témoin. Sachez qu'on ne vous porte pas qu'au bras, au cou ou au doigt, mais surtout dans notre cœur. Merci beaucoup, merci beaucoup. Hélène. Merci. Joli texte aussi. C'est émouvant. Ouais. Très, très émouvant. C'était le but. Je Merci. remercie bien entendu Hélène et je veux citer en le remerciant chaleureusement Emmanuel Yao, professeur à l'INSAC, qui était à l'accordéon. Merci Joël. Merci beaucoup. Merci à vous C'était très, très gentil. d'avoir partagé avec nous, avec nos téléspectateurs, l'histoire d'un symbole et cette marque de bijoux Riscle. Longue vie à vous, longue vie à la marque Riscle maintenant. Merci. Merci de votre attention. Je vous souhaite une très bonne fin d'année, de très belles fêtes. À l'année prochaine. Joyeux Noël.